Donc rebonjour à tous. Nous poursuivons donc nos rencontres pro autour du handicap pour aborder cet après-midi les troubles du neurodéveloppement et donc les situations de handicap que cela génère avec le docteur Sandrine Saunies, qui est pédopsychiatre, psychiatre et directrice du dispositif Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes. Donc, dans une première partie de l'après-midi, comme ce matin, je vous propose de poser des questions sur le numéro de portable qui défile à partir de texto. Et donc, je relayerai vos questions auprès de Madame Saunies. On part pour une grosse heure d'intervention et ensuite une vingtaine de minutes d'échange, mais n'hésitez pas à envoyer vos questions au fur et à mesure. Nous poursuivrons ensuite avec le docteur Marc Dexté et puis Maxime Ustaz, qui est éducateur spécialisé, sur l'approche éducative de ces troubles du neurodéveloppement, de ces personnes ayant cette particularité. Voilà, donc je laisse la parole à Madame Saunies et à tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravie de ne pas vous rencontrer finalement, puisqu'on se retrouve derrière les écrans, mais en tout cas, ça me fait très plaisir d'avoir été invitée par le NPJJ pour cette présentation, pour avoir l'occasion d'aborder plus précisément certains des troubles du neurodéveloppement et de pouvoir avoir un temps d'échange avec vous. Cette problématique du neurodéveloppement, elle est importante évidemment pour les cliniciens, mais je pense aussi que vous vous sentirez assez rapidement concernés par les difficultés que présentent ces enfants et adolescents, puisque c'est votre public. Alors, je fais juste un petit passage d'écran pour installer le PowerPoint. Donc, j'espère il y a quand même quelques personnes derrière les écrans. Je n'ai pas trop de retour de qui est là, mais je vais faire comme si vous étiez avec moi. Alors, vous me laissez juste 2 secondes pour que je bascule les présentations. Et voilà, je pense que c'est tout bon. Est-ce que c'est bon pour vous dans la salle? Non. Pas de retour de son, donc j'imagine que c'est bon. Non, je ne vous vois que vous, Madame Saunies. Ah oui, attendez, j'ai peut-être pas fait le partage d'écran. J'ai fait la manip. Ok, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'avais pas fait le bon partage d'écran. Voilà, là, ça devrait aller rapidement. Parfait. Je vais le mettre en diaporama. Est-ce que là, c'est bon pour vous? C'est-à-dire vous avez le diaporama en entier et moi dans une petite fenêtre, j'imagine? Non, vous n'êtes pas dans la petite fenêtre. Ah, ça y est, voilà, vous êtes là. Parfait. Ok, très bien. Voilà, donc je vais vous parler des troubles du neurodéveloppement, mais je vais insister un peu plus sur les troubles du spectre de l'autisme parce que d'abord, c'est mon domaine. Et puis, je pense que c'est peut-être parmi les troubles du neurodéveloppement, celui qui reste le plus difficile à appréhender pour les éducateurs de la PJJ, du fait du public très particulier que vous accueillez et que vous aidez au quotidien. Voilà, donc je me présente en 2 secondes. Je suis le docteur Sandrine Saunies, donc je travaille dans un centre de ressources autisme, mais aussi dans un service de pédopsie qui propose des prises en charge des TSA de 0 à 18 ans avec différentes approches qu'on dit d'éducation structurée, des groupes d'habileté sociale. Et puis dans le cadre du centre de ressources autisme, je reçois aussi beaucoup d'adultes pour des accompagnements, des orientations, des accompagnements plus du côté de la psychoéducation et aussi du diagnostic. Voilà. On fait aussi pas mal de formations et vous aurez sans doute l'occasion peut-être de venir à notre colloque en mai, dont je vous parlerai à la fin si j'ai 5 minutes. Alors, avant de commencer, je dois citer mes conflits d'intérêts comme il se doit. Donc, on a fait quelques études médicaments, des essais thérapeutiques avec le laboratoire Roche, Neurochlore, Servier, et puis on a aussi traduit une échelle d'autonomie dans la vie quotidienne et valider cette traduction avec les ECPA. Donc, c'est quelques conflits d'intérêts, mais qui avaient peu d'intérêt. J'avais peu d'intérêt personnel
et financier dedans. C'était vraiment l'intérêt pour qu'on puisse essayer d'avoir des traitements pour ces personnes. Malheureusement, aucun résultat actuellement pour ces traitements. Mais on a participé. Les objectifs pédagogiques de ce jour, alors c'est vrai qu'en 1 heure, on n'abordera pas tous les TND. Je sais que vous êtes très frustrés, mais l'idée, c'est de vous donner envie d'en savoir plus. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de cette heure, vous ayez quand même en tête les critères principaux des diagnostics du TSA et du TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, que lors de situations où vous arriviez à y penser, de fait de cette connaissance de ces critères et un petit peu de cette sensibilisation à ces troubles, être en mesure d'orienter ces personnes le mieux possible. Alors, ça ne dépendra pas que de vous, ça dépend aussi vers qui vous orientez et de la réponse que vous aurez, et aussi de comprendre l'intérêt des principales interventions. C'est un peu ambitieux, on va beaucoup survoler, mais je vous donnerai quand même l'idée, si vous ayez quelques mots-clés, pour ensuite aller rechercher plus d'informations et que vous ayez envie d'aller plus loin. Si vous êtes très sage, derrière vos écrans, vous aurez droit à une petite vidéo. On va d'abord voir la partie peut-être la moins fun, c'est les classifications. Je vous parlerai de la prévalence et les basiques des adaptations quand on se retrouve confronté à un enfant avec autisme. Juste pourquoi vous avez tout intérêt à vous intéresser à cette population. Si on regarde une revue de littérature qui est importante, ce qu'on appelle une méta-analyse, où les auteurs compilent des centaines d'études, ce qui représente en tout 70 000 participants. Donc là, ces auteurs se sont intéressés à la prévalence de l'hyperactivité des troubles de l'attention chez l'adulte qui était en détention. Alors, espérons que tout votre public ne finira pas en détention, c'est un peu le but de votre travail, mais ils ont quand même retrouvé 26% de personnes adultes qui présentaient un trouble déficitaire de l'attention. C'est des estimations, bien sûr, ce n'est pas le chiffre exact, mais 26%, et c'est énorme. Et si on faisait une enquête rétrospective auprès de ce public pour savoir si dans l'enfance, ils avaient présenté des symptômes qui peuvent correspondre aux troubles déficitaires de l'attention, là, le chiffre est énorme. On retrouve plus de 40% de ce public, de ces personnes en détention qui ont eu des symptômes de TDAH. C'est 5 fois plus que dans la population générale. Donc, ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. C'est une population qui, visiblement, est particulièrement à risque. Donc ça concerne le TDAH. Vous n'êtes pas vraiment surpris. Pour ce qui est du TSA, et ça, c'est une enquête sur une population moins importante, 390 personnes, 33% de ces personnes détenues présentaient un ou plusieurs TND. TND, ce sera pour troubles du neurodéveloppement. Notamment, on retrouve les 20%, 25% de TDAH qui avaient été confirmés dans la méta-analyse, des troubles du développement intellectuel, ce qu'on appelait avant déficience intellectuelle ou handicap intellectuel pour 9% d'entre eux, et aussi des personnes avec autisme, les troubles du spectre de l'autisme, 9%. Mais il faut bien avoir en tête que la majorité de ces personnes TSA avaient aussi un autre trouble du développement associé, comme le TDAH, de la même manière pour le trouble du développement intellectuel. Donc, une surreprésentation parmi les personnes qui se retrouvent confrontées au système judiciaire de troubles du neurodéveloppement. Et aussi un point très important, ce sont des personnes qui, en détention, vont présenter plus de troubles psychiques et plus de problèmes de comportement associés. Donc, c'est une population de détenus très vulnérables et on a tout intérêt à dépister leurs difficultés assez tôt, voire même d'en faire le diagnostic. C'était vraiment pour un peu insister sur l'importance de ce sujet et c'est pour ça que j'étais particulièrement ravie d'être invitée à cette présentation. Je sais que vous en avez parlé ce matin, la démarche inclusive, nous, on s'inscrit complètement là-dedans, dans le mouvement, je dirais, des TND, des professionnels qui accompagnons, qui dépistons, qui aidons les personnes avec TND. C'est cette démarche inclusive et ça a demandé vraiment un changement de perspective, de position des soignants vis-à-vis des personnes, de posture professionnelle et on a vraiment gagné dans cette démarche. Un autre point, et c'est un préalable avant vraiment que j'aille dans le dur du sujet, qui me paraît aussi essentiel, c'est l'autodétermination des personnes. On vous en a aussi parlé ce matin, mais j'insiste un peu sur ce point, sur le fait qu'on essaye de faire
d'aider la personne à répondre à ses besoins, ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'elle arrive à les formuler. Et ça, c'est pas simple pour les personnes avec autisme de formuler, d'identifier leurs problèmes pour qu'ils puissent s'ajuster, qu'ils puissent se servir de leur réussite, de leurs échecs, c'est-à-dire que l'expérience puisse les aider à évoluer, qu'il y ait une véritable appropriation psychologique, qu'ils fassent les choses pour eux-mêmes. Alors, c'est la conscience, j'ai fait une erreur. Donc, il y a une petite faute dans mon PowerPoint, mais on corrigera. Une conscience de faire les choses pour soi et pas simplement à la demande des autres ou simplement pour répondre à une exigence qu'ils ne comprendraient pas. Et aussi, bien sûr, c'est ce gain d'autonomie. Et l'autonomie, c'est pas faire forcément les choses tout seul, mais savoir demander de l'aide au bon moment. Donc, ces facteurs d'autodétermination, on va beaucoup les travailler tout au long de l'accompagnement de ces personnes. Et là aussi, c'est pas simple. On avait tendance à aborder les problématiques des personnes en termes de simplement répondre à leur place, à leurs besoins, à combler les besoins, mais maintenant, c'est plutôt leur donner les moyens, eux, de déterminer leurs propres besoins, leurs priorités et la manière, les outils qu'ils auront à leur portée pour y répondre. Voilà, donc on se place dans ce cadre et on est en pleine évolution de nos pratiques pour répondre à cette exigence-là. Alors, j'arrive vraiment à nos TND, enfin les troubles du neurodéveloppement. Donc, vous voyez qu'ils sont multiples et on ne va pas tous les aborder aujourd'hui parce que sinon, je me contenterai juste de faire un énorme catalogue de symptômes et ce serait très, très ennuyeux. C'est des informations que vous pouvez d'ailleurs trouver par ailleurs, par vous-même sur plusieurs sites Internet et on pourra vous faire passer des références. Alors, de manière générale, les TND, c'est un défaut de développement d'une ou plusieurs compétences cognitives attendues lors du développement psychomoteur et affectif de l'enfant. Donc, il y a vraiment cette idée d'évolution longitudinale quand on parle de troubles du neurodéveloppement. Et là, on va retrouver les troubles du développement intellectuel, les troubles du spectre de l'autisme. Ces petits chiffres en dessous, c'est les chiffres de prévalence. Les troubles de la communication avec les retards de langage, les troubles attentionnels, les troubles spécifiques des apprentissages. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, dyscalculie, dysgraphie, dysorthographie. Tous les troubles moteurs avec les troubles des coordinations motrices et ceux qu'on n'arrive finalement pas encore à définir. Dans un monde idéal, les troubles comme ça seraient alignés sans rien avoir à faire les uns avec les autres. Mais dans la réalité, ils sont en fait comme ça, ils sont extrêmement intriqués. C'est-à-dire qu'on va avoir les personnes avec un trouble du développement intellectuel peuvent présenter un TDAH et des troubles des apprentissages scolaires ou des troubles des coordinations associés très fréquemment aussi au TSA, de même que les troubles du langage. Donc, quand on voit un enfant qui a des difficultés de développement, surtout lorsqu'il est très jeune, il va falloir peut-être à un moment donné désintriquer ce qui serait du registre du TDAH, qu'est-ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il a un trouble du neurodéveloppement ou peut-être des troubles associés. C'est ce qui va nous compliquer la tâche, mais auquel il est important de répondre pour cibler les prises en charge et les priorités. Voilà. Un autre problème que l'on va avoir, c'est que, comme je vous le disais, on est dans une perspective longitudinale. On va voir un enfant à un certain moment de son développement, il va être en difficulté. Mais a-t-on affaire à une simple variante de la norme? C'est-à-dire, on sait bien que tous les enfants n'évoluent pas au même rythme, que tous les adolescents ne font pas face aux apprentissages scolaires de la même manière. Donc, est-ce que c'est une variante de la norme ou un trouble du neurodéveloppement qui gêne et qui va gêner de manière durable le développement de la personne dans son adaptation aux exigences sociales et scolaires. Donc ça, c'est pour, je dirais, des cas ou des situations où les symptômes seraient moins marqués, ou alors des situations où beaucoup d'autres éléments sont intriqués, des éléments de carence, de perturbation, des problèmes aussi qui peuvent être d'ordre médical. Et c'est pas très simple, des fois, de faire la part des choses entre cette variante de la norme et un trouble du neurodéveloppement. Donc, il y a des échelles, des outils qui vont nous aider à sortir d'une décision arbitraire, mais il y a quand même une part d'interprétation, car pour beaucoup de ces troubles, le diagnostic ou la décision reste avant tout clinique. Je vais maintenant plus me concentrer sur les troubles du spectre de l'autisme, même si vous gardez bien en tête que ces troubles du neurodéveloppement peuvent être intriqués. Mais pour des raisons, je dirais, plus pédagogiques et pour éclaircir votre pensée, je vais les traiter de manière séparée, en tout cas pour ce qui est aujourd'hui de l'autisme et du trouble de l'attention.
Alors l'autisme, c'est vraiment un trouble qui intrigue beaucoup les personnes et les chercheurs et les personnes porteuses elles-mêmes d'autisme parce que ça va associer des troubles de la communication et des interactions sociales et un autre domaine qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec les interactions sociales, c'est le domaine des activités avec beaucoup d'intérêts restreints, de rituels et des particularités sensorielles. Pris isolément, un signe de TSA ne va pas permettre de faire le diagnostic du TSA. C'est vraiment l'association de tous ces signes dans ces domaines différents qui vont faire penser à de l'autisme. Pour rappel, l'autisme n'est pas un trouble du comportement, même si les personnes autistes, comme tout un chacun, peuvent avoir des troubles du comportement. Et l'autisme n'est pas lié aux caractéristiques psychologiques des parents. Tout parent peut malheureusement, on pourrait le dire, ça encore, c'est aussi à interpréter le malheureusement. En tout cas, tout parent peut être confronté à un enfant avec autisme. Et dans les parents d'enfants avec autisme, on a des parents qui vont plutôt bien psychiquement, d'autres qui vont être en souffrance, d'autres qui ont des pathologies mentales. On a toutes sortes de familles qu'on doit accompagner et aider. Mais certainement, les caractéristiques psychologiques des parents ne causent pas l'autisme. C'est important de l'avoir en tête. Ce qu'il faut aussi retenir, et c'est peut-être la seule chose que je vous demanderais vraiment de retenir, c'est que l'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui affecte la vie entière. Ce qui fait que les personnes, le vécu des personnes, le vécu de ce bébé, de ce petit enfant, va impacter la manière dont il va vivre avec son autisme, selon qu'il aura ou bénéficié ou pas de prise en charge, selon que son autisme aura été plus ou moins bien repéré ou accepté par son entourage, que ce soit l'école ou la famille, et son vécu de personne autiste va influer vraiment sur sa trajectoire d'adulte et de personne vieillissante. Donc, ce qu'on fait là va avoir un impact là, pas seulement au niveau des symptômes, mais vraiment aussi au niveau du vécu de la personne. C'est pour ça qu'on insiste sur l'importance des prises en charge précoces dans les TND et d'autant plus dans les troubles du spectre de l'autisme. Donc, ne vous inquiétez pas, je parlerai d'autisme, de TSA, j'emploie l'un pour l'autre pour des raisons de facilité de discours. En parlant de nommer les troubles, là, je vous ai parlé de troubles du spectre de l'autisme. Ça, c'est le nouveau nom, enfin, pas très nouveau maintenant pour nous, mais peut-être pour vous. Vous parliez peut-être avant de troubles envahissants du développement. C'est les classifications qui évoluent. Donc, l'ancienne classification parlait de troubles envahissants du développement avec des catégories. On avait l'autisme ou les troubles autistiques, le syndrome d'Asperger, les troubles envahissants du développement non spécifiés. Et ces troubles qui étaient en catégorie, maintenant se retrouvent tous réunis dans une seule, qui sont les troubles du spectre de l'autisme. Et ça rejoint la catégorie des troubles du neurodéveloppement, comme je vous le disais avant. Donc, quand on parle de troubles du spectre de l'autisme, on est bien d'accord, ça fait référence à l'autisme atypique, le syndrome d'Asperger. Ils sont tous sous la même appellation de troubles du spectre de l'autisme. Si on va un petit peu plus précisément, pardon, je suis allée un peu vite, dans ce qu'on appelle, je vous ai dit que l'autisme, c'était un certain nombre de signes, de symptômes ou de comportements qu'on va essayer de repérer, de critériser afin d'en faire un recueil. Et puis, il y a un autre point important, c'est que, vous l'avez dit aussi, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc ça va commencer très tôt dans l'enfance, dans la petite enfance. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer chez les enfants ou personnes avec autisme ? C'est avant tout un trouble des interactions sociales. S'il n'y a pas de trouble des interactions sociales, ça me paraît difficile de porter le diagnostic d'autisme. Mais il va s'exprimer de manière très différente selon les personnes, selon les compétences des personnes, selon le fait qu'elle ait ou pas, par exemple, de l'épilepsie ou un autre syndrome ou un syndrome génétique associé. Mais ce qu'elles vont toutes présenter, c'est un déficit dans le développement, le maintien ou la compréhension des relations adaptées à leur niveau de développement. On n'aura pas évidemment les mêmes exigences pour un enfant avec un trouble du développement intellectuel que pour un adulte qui a un très bon niveau de langage. Mais à niveau de développement égal, ces personnes vont avoir des difficultés soit à initier la relation, à aller vers l'autre. Alors ça peut aller de l'enfant qui ne regarde pas, qui va vraiment éviter activement la relation avec les autres ou avec l'adulte, à simplement des difficultés à maintenir une relation, à pas savoir comprendre comment garder le contact avec des amis, comment entretenir des relations professionnelles de manière adaptée. Et donc de comprendre aussi ces relations. Ou alors, ça peut être des personnes qui vont avoir de grandes difficultés et s'épuiser
à simplement interagir au sein d'un groupe de manière continue. Il va y avoir aussi, ce qui est peut-être plus facile des fois à percevoir, un déficit dans les comportements de communication non verbale. Là, vous voyez que même si je ne suis pas en contact visuel avec vous, je ne peux pas m'empêcher de faire des gestes. J'ai tout un langage corporel qui permet peut-être, j'espère, de maintenir votre attention. Et je fais parfois attention même à regarder la caméra, qui est une espèce d'œil virtuel, parce que je sais que le contact visuel, ça apporte de l'information et ça permet quand même d'échanger, d'être dans une réciprocité au niveau de la communication. Donc, les personnes avec autisme vont avoir classiquement, quand ils sont petits, pour certains d'entre eux, un évitement du regard. Et on peut aller de l'évitement de regard total, ce ne serait pas très marrant si je vous parlais comme ça, à simplement des difficultés à maintenir le contact au bon moment ou à réguler. Donc, on a aussi des personnes autistes qui regardent, mais trop, et qui vont passer, par exemple, 10 minutes à vous parler ou à vous écouter en écarquillant les yeux, en se disant « il faut que je regarde, il faut que je regarde, il faut que je regarde ». Non, en fait, le regard, on le module, on fait des allers-retours entre le sujet d'intérêt, entre des informations corporelles, et on revient au regard. Cette modulation, les personnes qui n'ont pas de problème d'autisme la font vraiment sans effort, on n'y pense même pas, c'est même très dur de ne pas la faire, alors que ça va demander un effort pour les personnes avec autisme. Et bien sûr, c'est un comportement non verbal qui est utilisé pour faciliter l'interaction, pour porter un message, pour être dans aussi un feedback émotionnel. C'est ce qu'on a bien vu d'ailleurs avec le masque, hein, quand il manque une partie des informations du visage, c'est plus difficile, ça demande plus de concentration pour échanger et maintenir une réciprocité qu'on appelle socio-émotionnelle. Et là aussi, les enfants avec autisme et bien sûr les adultes vont être dans ce déficit de réciprocité, moindre partage des émotions, ou alors pas de manière adaptée, rire au mauvais moment, ne pas comprendre les émotions des autres, ne pas savoir y répondre, voire même ne pas du tout y prêter attention. Et de la même manière pour leurs propres émotions. Ils peuvent être très confus sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, à identifier leurs émotions et à les traduire, ou à ne pas penser que c'est important d'exprimer sa joie, sa colère, ou quand ils sont plus grands, ce sont plutôt des émotions plus subtiles qui vont être en défaut d'expression ou de compréhension. Là, ces petits items, c'est des signes. Disons que pour répondre au diagnostic du TSA, on va demander ce qu'il y a un certain nombre de signes. Donc ça correspond à 3 signes de l'item A, qui est le déficit de communication à visée sociale, et de communication et des interactions sociales. Donc, il faut que ces signes soient assez nombreux, dans différents contextes et au cours du développement. Il faut bien voir aussi, par exemple, pour la communication non verbale, elle peut s'améliorer avec le temps, et d'ailleurs, elle s'améliore très souvent avec le temps, et les personnes autistes peuvent avoir une gestuelle relativement adaptée au fur et à mesure des années. Donc, on va rechercher, bien sûr, si la personne, au moment où elle la rencontre, présente ces signes-là, mais aussi, de manière rétrospective, comment ils ont évolué au cours du développement. Là, le deuxième grand domaine de symptômes ou de signes que présentent les personnes autistes qui nous permettent de porter le diagnostic, c'est celui des répertoires de comportements, d'activités, d'intérêt restreint et répétitifs. Je dirais que c'est des signes qui sont plus faciles à voir, parce que si on revient à la diapo précédente, sur les problèmes de communication, vous voyez, c'est des déficits, c'est des choses qui apparaissent moins, donc qui sont en défaut. Et ce qui fait qu'ils ne sont pas évidents à voir, surtout quand ils sont plus subtils. Alors que ceux-là, ce sont des signes, je dirais, positifs qui se voient. Un enfant qui fait un flapping, qui a des stimulations sensorielles devant les yeux, qui tourne en rond, qui aligne les objets, ça se voit, c'est beaucoup plus facile à repérer. Alors, on va avoir différents signes qui sont de registres assez différents. On peut avoir ce que je vous ai dit, les mouvements moteurs stéréotypés, qui peuvent être discrets, des petits mouvements de doigts, ou qui peuvent impliquer vraiment tout le corps, avec des enfants qui vont vraiment courir de long en large, avec par exemple un regard latéral, pour se faire des sensations visuelles tout en courant de manière répétitive. Il y a aussi beaucoup de discours qui peuvent être stéréotypés, des phrases qui tournent en boucle, des phrases de dessins animés qui sont reprises, ou des jingles de pub. L'utilisation aussi des objets peuvent être très répétitive, hein, avec souvent ce que beaucoup d'enfants aiment bien, c'est quand même agiter des petits objets,
faire tomber des objets, etc. Enfin, ils ont chacun leur répertoire et leur goût pour certains mouvements répétitifs. Et puis, il va y avoir les intérêts très restreints, figés, avec un degré anormal d'intensité. Donc là, ça peut être pas forcément des intérêts qui sont bizarres en soi, mais par exemple, une passion pour les Pokémon. Alors, beaucoup d'enfants aiment les Pokémon, ou la période dinosaure, ou les super-héros, ou les chevaux, les animaux. Mais là, ça va être le degré anormal d'intensité de focalisation qui va nous alerter. C'est un enfant qui, pendant plus de 3 mois, ou même encore plus longtemps, la plupart du temps, va ne parler que de ça, au point que ça va gêner l'interaction, au point qu'on n'arrivera pas à aborder d'autres sujets. Et puis, on verra un contraste entre la manière dont la personne va se focaliser sur ce sujet et quand on veut lui parler de choses qui le concernent lui, qui nous concernent nous, plus du partage de ce qui se passe à l'école, il peut y avoir une énorme pauvreté du discours qui contraste vraiment parfois avec une grande expertise sur le sujet d'intérêt. L'adhésion aussi à des routines ou des rituels. Alors, je ne parle pas du rituel normal du coucher, hein, c'est normal, tous les parents doivent passer un certain temps avec leur enfant au moment du coucher, mais ça peut être des rituels ou des routines ou des rituels qui vont concerner le chemin de l'école, l'organisation de la journée, et qui seront très gênantes pour la famille au quotidien, avec une résistance excessive au changement. Cette résistance excessive au changement, elle est très variable d'une personne à l'autre. Il y a des enfants ou des personnes autistes qui, du moment qu'ils ont leur jouet préféré avec eux dans leur petit sac, ils peuvent aller n'importe où. Alors que d'autres personnes sont très vite angoissées par des changements minimes, par exemple entre les vacances et les changements d'emploi du temps, ou les changements au niveau de leur chambre, ou un déménagement, même s'il a été préparé. Et puis, on a toutes les difficultés, les particularités, ce n'est pas forcément des difficultés, les particularités de réaction aux stimuli sensoriels avec, alors ce qu'on retrouve beaucoup, c'est l'hypersensibilité au bruit, mais l'hypersensibilité au bruit, c'est quand même quelque chose qui est très partagé dans la population en général, sauf que là, elle va être très, très marquée, et pas forcément pour des bruits qui sont... Enfin, c'est pour des bruits qui sont normalement supportés par tout le monde. Et puis, il faut aussi avoir en tête que l'hypersensibilité au bruit peut varier au cours de la journée ou même au cours du développement pour la personne. De manière plus spécifique, ça va être les hyposensorialités à la douleur. Les personnes autistes peuvent ne pas, je ne dis pas qu'elles ne ressentent pas la douleur, mais peuvent ne pas la remarquer. Ça peut être des personnes qui se grattent jusqu'au sang sans s'apercevoir qu'elles saignent. Donc, on peut avoir des hyposensibilités de ce type. Et une autre qui est aussi très, très fréquente, c'est bien sûr tout ce qui va être stimulation visuelle. Hein. C'est pour ça que j'avais mis des turbines qui tournent. Tout ce qui tourne, évidemment, ça plaît beaucoup aux personnes autistes, mais aussi tous les lignes, le côté architecture, la symétrie peuvent aussi beaucoup les attirer. Et puis les stimulations labyrinthiques, se faire tourner, se mettre la tête en bas, ça aussi, ça peut être à la fois très attirant, ou alors ça peut être des évitements de certaines sensations. Et classiquement, ce qu'on décrit, c'est parfois un évitement du toucher, du tactile. Par contre, ça peut être à l'inverse, un goût pour les pressions profondes. Donc, les personnes autistes vont avoir des hypos ou des hypersensibilités qui varient au cours du temps. Et pour un même sens, on peut être hypo ou hyper, ce qui complexifie un petit peu l'analyse des difficultés sensorielles. Mais autant sur les difficultés sensorielles, on peut rapidement avoir un impact, mettre un casque anti-bruit, baisser la lumière, éviter certaines stimulations. Ce qui va être beaucoup plus compliqué, ça va être de changer les rituels, parce que les personnes avec autisme peuvent être très rigides. Et quand on est très rigide et qu'on ne peut pas complètement maîtriser ce qui se passe autour de soi, il peut y avoir pas mal d'anxiété liée au changement de routine ou au bouleversement des routines, ou même aux imprévus. Voilà, donc si je reprends trouble des interactions sociales, hein, on en a un petit peu parlé, mais je reviendrai dessus plus tard en illustrant avec des cas cliniques, et tout ce répertoire de symptômes. Donc ils apparaissent très tôt, ils peuvent apparaître un peu plus tard pour certaines personnes, mais on retrouve des signes dans la petite enfance, et ils se poursuivent. Donc, des symptômes qui doivent être présents dès la période de développement. Il y a un petit point quand même, mais ne peuvent se manifester pleinement que lorsque les capacités limitées ne permettront plus de répondre aux exigences sociales. Là, ça va être pour des formes un peu moins sévères, des enfants qui arrivent à s'adapter dans la petite enfance aux exigences sociales en imitant ou parce qu'ils ont un bon langage,
mais qui vont se retrouver en difficulté dans les interactions dès que le niveau d'exigence est plus important, dès qu'on arrive dans l'abstraction au niveau des relations, qu'il n'y a plus de support, qu'il n'y a plus de médiation, par exemple au moment du collège. Le retentissement, ce sont des signes qui ont un retentissement important. Et pour avoir le diagnostic, il faut qu'il y ait un retentissement sur la vie sociale, la scolarité, la vie professionnelle. Et ce retentissement doit être cliniquement significatif. Parce que je vous ai bien parlé qu'il y avait un spectre du trouble du spectre, c'est un spectre, le trouble du spectre de l'autisme, et que toujours pareil, hein, entre la variation de la normale et le trouble, à quel moment on va décider qu'il s'agit bien d'un TSA. Eh bien, à certains moments, ça va être le retentissement qui va nous guider parce que effectivement, des difficultés d'interaction sociale avec un peu de rigidité ou des hypersensibilités au bruit, on peut en trouver chez des personnes qui ne sont pas forcément TSA. Ces troubles ne sont pas mieux expliqués par un autre handicap, et notamment le trouble du développement intellectuel ou le retard de développement. C'est sûr qu'un enfant qui a un déficit sensoriel et un trouble du développement intellectuel va être en difficulté dans ses interactions. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses entre des difficultés liées à ces problèmes d'un autre trouble du neurodéveloppement. Et effectivement, ce qui va nous guider, c'est l'altération plus marquée de la communication sociale pour cette personne-là. Voilà, donc le TSA, effectivement, regroupe des profils très différents et on va devoir déterminer s'il y a un trouble du développement intellectuel associé, comment est le niveau de langage de la personne, parce qu'évidemment, pour un même niveau de langage, on va avoir un développement très, très différent d'une personne TSA à l'autre. S'il y a une condition médicale ou génétique associée, on retrouve beaucoup de causes génétiques ou associées à l'autisme, et bien sûr, s'il y a un autre trouble du développement associé, ou même un autre trouble mental ou un trouble psychiatrique. Et un point aussi qui est important pour nous, c'est le retentissement sur la vie de la personne. Quel est le niveau d'aide plutôt que la sévérité des symptômes, ça va être le niveau d'aide qu'il va falloir apporter à cette personne à ce moment-là de son développement. Et les personnes peuvent avoir besoin d'aide, de beaucoup d'aide, une aide très importante dans la petite enfance, mais avec une évolution positive, l'aide peut vraiment diminuer. Donc on dira que le niveau d'aide est plus léger. On parlera à ce moment-là d'un TSA d'une forme légère, même si les symptômes peuvent rester marqués. Avant de changer un peu de sujet concernant les TSA, il faut bien garder en tête que malheureusement, comme je vous le disais, les TSA vont être souvent associés à d'autres troubles du neurodéveloppement. Mais si on regarde les troubles psychiatriques des personnes avec TSA sur la vie entière, ils vont aussi plus fréquemment rencontrer des troubles psychiatriques, comme la dépression, le suicide, des troubles bipolaires, des troubles anxieux, et le TDAH, vous avez vu, ça peut aller jusqu'à 60% selon les études de troubles TDAH associés. Et là, ce qui n'est pas marqué, ce sont aussi les troubles du sommeil. Beaucoup de personnes avec autisme et des enfants vont avoir des troubles du sommeil qu'il est important de traiter parce qu'ils ont besoin vraiment d'être en forme pour affronter, je dirais, la vie quotidienne. Ça leur demande beaucoup d'efforts, beaucoup plus d'efforts que nous. Donc, c'est des personnes qui sont très vite fatigables. Si je fais un petit résumé avant de faire une petite pause sur le diaporama de ce que je vous ai dit, donc le trouble du spectre de l'autisme, c'est des déficits de la communication sociale, tous les répertoires d'intérêt restreint. Et là, vous voyez, c'est tout aussi important de spécifier les capacités de la personne, son niveau de langage et son niveau adaptatif. Et ça va être variable d'une personne à l'autre. D'où le fait que les personnes autistes vont se présenter de manière très différente à vous, selon leur période de développement, mais aussi selon leurs compétences et les aides qu'elles auront eues. Et puis, bien sûr, ce qui aura un impact énorme sur leur vie, c'est le fait d'avoir une anxiété associée, une dépression. Les troubles psychiatriques associés vont vraiment déstabiliser la personne et vont nécessiter des soins importants pour qu'elle puisse se récupérer. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. J'aurais voulu vous faire passer une petite vidéo avant de continuer. Un petit extrait vidéo. Oui, on va se permettre simplement pour illustrer ce public de personnes avec autisme. Et là, j'ai choisi un petit extrait de vidéo d'adolescents parce que je pense qu'à la PJJ, vous êtes plutôt confrontés à des ados. Donc, je vais changer de partage d'écran. Voilà, je reviens vers vous et je vais essayer de lancer
Donc ça, on ne verra pas toute la vidéo parce qu'on n'a pas le temps. Elle est où? Là, voilà. Oui. Alors, si vous me laissez 2 secondes, il faut que je reparte sur mon écran partagé. Je le lance et je vous le partage. Bon, j'espère que ça va marcher. Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 17 ans et demi et je suis en seconde générale. J'ai le syndrome d'Asperger. Mes difficultés de tous les jours sont le contact et la communication avec les autres. Je ne sais pas me faire des amis. J'aimerais qu'on puisse soigner le syndrome d'Asperger. Je suis sérieux. Je suis un bon skieur. Ma matière préférée est la physique qui est la matière que j'arrive le mieux. J'aimerais faire comme bac, le bac STI2D, système d'information numérique. Après le bac, j'aimerais faire un BTS audiovisuel, option montage et post-production. J'aimerais faire comme métier du montage vidéo. Je sais en faire avec Windows Movie Maker et Pinax Studio 12. Je suis à Elivignal depuis la première année que je suis en troisième. J'ai redoublé. Il n'y a pas de filière STI2D à Elivignal et donc à partir de l'année prochaine, je retourne en lycée classique pour faire une première STI 2D. Je pense que ce sera mieux qu'avant que je sois à Elivignal, car les autres seront plus matures. Avant que je sois à Elivignal, c'est-à-dire de la maternelle à la 4e, les autres n'étaient pas gentils avec moi. Les pires années étaient la 5e et la 4e. Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 17 ans, je suis en troisième à Elivignal. Parce que je suis autiste d'Asperger. Les difficultés que je rencontre dans la vie de tous les jours sont principalement de demande d'aide aux autres. Mes principales qualités sont le sport. Et mes principaux défauts sont en scolarité. Et, plus tard, j'aimerais travailler dans le social. Voilà. Tu vois, le foot, par exemple, tu peux en parler. C'est bien, c'est super. Oui. Tu vois? Mais ils s'en foutent, les chercheurs, non? Là, tu ne parles pas pour les chercheurs. Hein, tu parles pour te présenter. Tu te présentes. Oui, bah, je supporte des équipes de foot, mais en particulier, je sais pas. Bah, il y a de l'ambiance. J'aime bien les voir jouer. Voilà. Okay. Voilà, je reviens vers vous. Donc, on reverra la suite. C'était juste pour vous illustrer et un petit peu représenter justement la manière dont les personnes avec autisme peuvent parler de leur autisme. Donc, vous avez vu qu'ils ont parlé l'un parlait de syndrome d'Asperger, donc c'est l'ancienne dénomination pour parler ces formes d'autisme sans déficience intellectuelle et avec un bon niveau de langage. Et ce qu'ils disent bien, c'est comment
vous avez vu que ces deux enfants disent bien à quel point c'est difficile de se présenter, le niveau de détail aussi, qu'est-ce qui est important, quelle est l'information pertinente. Et donc, ils avaient fait tout un petit travail comme ça pour justement illustrer ce qu'ils vivaient. Alors, je reprends le diaporama parce qu'on est là pour travailler. Voilà, je pense que c'est bon. Je n'ai pas de retour, donc je pense que ça va. Donc, je m'étais arrêtée sur cette diapo et je ne sais plus. Ah oui, alors, tout à l'heure, je vous ai montré les chiffres de prévalence des TSA et des TND dans la population, une population en tout cas de détenus. Là, dans la population française, je pense que le chiffre que vous pouvez retenir, c'est 1%. 1%, c'est une estimation de la prévalence qui se rapproche, je dirais, des chiffres des études internationales. Alors, la HAS, elle avait retenu 1 sur 132. Aux États-Unis, ils ont un système de suivi dans les États de la population avec autisme. Eux, ils sont à 1 sur 59. Récemment, il y a eu des publications qui parlaient d'une estimation à 1 sur 1 sur 97. Donc, on s'approche du 1%, ça reste une estimation qui me paraît à peu près correcte dans l'état actuel de la littérature, mais on a quand même une tendance à l'augmentation. Pour toutes les personnes avec TSA, on retrouve dans toutes les études 3 à 4 garçons pour une fille. Dans de nombreux troubles du neurodéveloppement, on va retrouver cette surreprésentation des garçons et je ne peux pas malheureusement aborder les causes aujourd'hui parce que ça me prendrait trop de temps. Mais gardez en tête que ne soyez pas surpris qu'il y ait plus d'enfants garçons avec un TDAH et plus d'enfants autistes de sexe mâle. Ça, c'est juste pour illustrer l'augmentation de prévalence aux États-Unis, hein, même si on n'a pas de suivi de la prévalence en France, donc je n'ai pas de chiffres français, mais c'est une tendance qu'on retrouve dans de nombreux pays. Avant de poursuivre, je voulais vous parler de Martin, qui était un jeune homme de 17 ans qui avait été orienté en centre de rétention suite à une accusation d'incendie criminel. Donc, il s'était retrouvé avec une bande de copains de l'ITEP et il s'est retrouvé à être accusé d'incendie. C'est un garçon qui avait des difficultés dans sa scolarité avec un redoublement de la 6e et une orientation en ITEP parce qu'il avait de gros troubles du comportement qui n'était pas survenu à 13 ans, mais qui s'était aggravé à l'âge de 13 ans. Ensuite, il était allé en MFR avec beaucoup d'échecs au stage, alors qu'il était très, très performant pour retenir les noms des plantes, vu qu'il était en horticulture. Lors de l'entretien, en fait, c'est l'éducatrice du centre de rétention qui avait remarqué le décalage social de Martin. Il tentait vainement de mimer ou d'imiter le comportement des autres, qui était plus sur un versant de délinquance, mais ses comportements étaient mal intégrés. Il avait des attitudes de prestance, il essayait de faire le dur, mais personne n'y croyait un instant parce qu'il était complètement gauche et n'arrivait visiblement pas à convaincre ni ses pairs, ni évidemment les éducateurs. Et il commençait à être harcelé par les autres. Donc, l'éducatrice s'était inquiétée et tout à fait à raison, parce que quand on recueille les premiers éléments du côté des parents, les parents peuvent dire que c'est un enfant qui n'avait jamais partagé son vécu. Hein, c'est ce que je vous disais, l'absence de partage socio-émotionnel. Il fallait lui tirer les vers du nez pour avoir des informations de base sur ce qui se passait tous les jours à l'école. Il pouvait penser que les gens se moquaient de lui. Là, pareil, des difficultés à interpréter le second degré, l'humour, donc un aspect paranoïde de son discours. Il prenait souvent les remarques au pied de la lettre sans comprendre les métaphores. Il n'avait pas d'empathie pour les autres étant petit, même s'il avait beaucoup progressé à ce niveau quand on l'a rencontré. Et il a commencé, lui, à se rendre compte de sa différence en CE2, ce qui est assez tôt. Ça montre qu'il avait quand même des capacités d'insight. Un enfant très sensible à l'échec, assez rigide, qui n'acceptait pas de se tromper, donc il rendait plutôt des feuilles blanches. Et même lors d'un premier test psychologique, dès la première difficulté, il avait décidé de ne pas poursuivre. Alors, quand on fait un entretien des parents à l'aide de questionnaires ou d'entretiens semi-directifs, on se rend compte que les inquiétudes pour Martin remontaient très loin. Il n'était pas comme les autres dès la crèche. Et entre 1 et 2 ans, il n'était pas intégré dans le groupe chez la nourrice. Et même l'institutrice fera cette remarque qu'il avait des difficultés à s'intégrer parmi les autres. Et les parents, ça c'est des propos qui les marquent. Hein. Bon, ils sont sortis de leur contexte, mais elle disait « je vous le rends, on ne peut rien en tirer ». Donc de grandes difficultés à faire que cet enfant s'intègre dans le groupe et rentre dans les apprentissages.
Lorsqu'on fait un bilan, donc avant de commencer le bilan, ça c'est un outil qui pourrait vraiment vous intéresser au niveau de la PJJ, c'est des questionnaires de dépistage qu'on appelle quotient d'autisme et quotient d'empathie. Ils sont intéressants parce qu'ils sont remplis par les parents, mais ils peuvent être remplis par les éducateurs aussi. C'est des questions assez simples sur le recueil de symptômes d'autisme ou des capacités d'empathie. Et évidemment, plus la personne va avoir des symptômes d'autisme élevés et une capacité d'empathie basse, plus cette personne va être dite dans le groupe à risque de présenter un autisme. Donc, comme ce sont des questionnaires gratuits, faciles à utiliser sur Internet, qu'on peut trouver sur Internet d'ailleurs, mais qu'on peut aussi vous procurer au sein du CRA, je dirais que c'est un premier outil de dépistage qui est facile à aborder et qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc, s'il y a une suspicion d'autisme, c'est déjà une première approche. Et par exemple, pour Quentin, c'était très net. Alors là, le seuil est à 26, c'est marqué 26, mais on a recalculé le seuil depuis. Donc, il est à 24 et donc il avait 40. Donc, beaucoup de signes d'autisme pour un seuil à 24. Je changerai ça sur les diapos. Et un score d'empathie qui était faible, puisque là, pareil, le seuil était à 24, mais il n'avait que 10 en empathie. Donc, des questionnaires de screening de l'autisme chez l'adolescent qui étaient en faveur de l'autisme. Ces questionnaires sont remplis par les parents. Et puis ensuite, il a passé ce qu'on appelle l'ADO, c'est une observation des comportements d'autisme en situation structurée. Et là, pareil, on compare le score de l'enfant par rapport à un seuil qui est fourni par l'échelle. Et là, il avait un score de 13 pour un seuil pour l'autisme à 10. Donc, on voit qu'il avait un certain nombre de signes d'autisme et la suite du bilan confirmera effectivement de l'autisme pour Martin. Alors là, c'est marqué Quentin, mais en fait, c'est Martin, très anxieux, qui évite les interactions sociales. Il a des difficultés d'alimentation et de sommeil. Ça, c'est quand on lui a fait passer l'échelle, on a fait passer l'échelle Vineland à la maman qui a pu nous donner tous ces éléments. Il refuse d'aller à l'école. Il a des pleurs et des rires qui sont souvent inappropriés. Un contact visuel pauvre, même avec les parents. C'est un enfant qui aussi agit de manière impulsive, qui fait beaucoup de crises de colère et qui peut désobéir volontairement. Alors là, on n'est plus sur la question d'un trouble oppositionnel et l'impulsivité va nous faire penser plutôt aussi au TADA, au trouble déficitaire de l'attention. Il est souvent naïf, donc étant en ITEP, il s'est retrouvé avec des garçons qui avaient eux-mêmes des difficultés de comportement et il était facilement la victime ou celui qu'on entraînait dans les mauvais coups, mais c'était toujours lui qui prenait pour les autres parce qu'il n'arrivait absolument pas à se défendre. Et c'est un enfant qui pouvait être aussi obsédé par certaines activités, qu'il avait du mal à interrompre, beaucoup d'habitudes bizarres, il préférait les objets plutôt que les personnes et semblait dans son monde et ne pas savoir ce qui se passait autour de lui. Et enfin, c'est un enfant qui a pu présenter des périodes d'automutilation, surtout pendant des stages et les moments de stress. Quand on lui a proposé finalement de passer son quotient intellectuel, en s'y reprenant à plusieurs fois, en le familiarisant, en le rassurant, parce qu'il avait très très peur d'échouer, on se rend compte qu'il n'a absolument pas de déficience intellectuelle, il a des notes dans la norme, même si c'est normal, parfois un peu faible, mais il a quand même des difficultés de mémoire-travail et aussi pour tout ce qui est visuo-spatial. Donc ça explique aussi une forme de maladresse et ces difficultés scolaires. Donc, l'évaluation de Quentin ou de Martin, je ne sais plus quel était le prénom, je sais que j'avais changé à chaque fois les prénoms pour anonymiser. Donc, son évaluation, c'était à la fois pour le comprendre, le diagnostiquer, adapter le projet de soins et l'accompagnement. Cet enfant s'était retrouvé en ITEP, ce qui n'était pas forcément la meilleure solution pour lui, puis finalement entraîné par d'autres parce qu'il est, de fait de sa naïveté sociale et son désir de s'intégrer très fort, il s'est retrouvé dans des mauvais coups, donc accusé d'avoir commis un incendie. En tout cas, on sent que le fait d'avoir diagnostiqué son TSA, ses difficultés pratiques, va permettre de réorienter son soutien éducatif et son projet d'inclusion professionnelle en vue d'améliorer la qualité de vie. Donc, on ne s'amuse pas à évaluer juste pour se faire plaisir et remplir des échelles. L'idée, c'est vraiment de mieux comprendre et d'adapter l'accompagnement de cette personne. Alors, ça, c'est vraiment une petite illustration des difficultés que peuvent rencontrer les personnes avec autisme. Quand on propose à une personne, si on montre ça, on peut penser que c'est un coussin, un ravioli, un tableau. Enfin, sorti de son contexte, c'est parfois difficile d'interpréter une image.
Mais le contexte nous permet, nous, tout de suite de capter, évidemment, c'est un coussin. Mais un enfant autiste peut rester sur sa première idée, c'est un morceau de ravioli, sans tenir compte du contexte. Et ça, quand c'est tous les jours, dans la vie de tous les jours que ça vous arrive, et qu'il faut à chaque fois faire un effort cognitif pour saisir le contexte, alors que nous, on le fait de manière instantanée, ça, c'est très, très fatigant pour eux. Je ne vais pas trop m'attarder sur le modèle neurobiologique des TSA, je vous le laisse comme ça pour le méditer chez vous, parce que vous aurez de toute façon le PowerPoint. Mais on est vraiment sur un modèle où les gènes ont une place importante. L'autisme est une maladie avec une forte composante génétique, même si on ne connaît pas encore complètement et on ne maîtrise pas le modèle, puisque c'est pluri- ou polygénétique, hein, plusieurs gènes probablement impliqués. Et en plus, les causes peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, ça va avoir un retentissement sur le développement cérébral de la personne avec des trajectoires neurobiologiques qui vont être altérées au niveau de l'organisation corticale. Parfois, c'est au niveau des synapses ou des réseaux neuronaux ou de la croissance cérébrale. Et selon les personnes, les formes d'autisme, on va avoir des altérations différentes. Et forcément, les trajectoires développementales seront elles aussi altérées, mais de manière variable selon les personnes. D'où les différences de profil dont je vous ai parlé, avec des niveaux de cognition sociale, de langage ou de motricité qui vont être variables d'une personne à l'autre. Pour aider ces personnes, vous avez bien compris qu'elles ont du mal, non seulement dans les interactions sociales, mais avec tous les troubles associés, elles ont aussi parfois du mal à se repérer dans le temps, à comprendre aussi ce qu'on attend d'eux. Et puis, du fait de leurs difficultés de communication, il va falloir aussi les aider à avoir des repères. Donc, ce qu'on fait souvent, ce sont, par exemple, ça c'est vraiment pour illustrer, selon le niveau de développement de la personne, on peut utiliser des petites images avec des pictogrammes, donc un matériel relativement symbolique. Ou alors, on peut utiliser parfois des objets. Pour certains enfants, une image, ça n'a pas de sens, ou un pictogramme. Mais un objet, ça peut avoir du sens. Ce qui va permettre à la personne de savoir ce qu'on attend d'elle à ce moment-là. Là, c'est pour le moment où on va aller se laver. Là, c'est le moment où on peut sortir dehors, jouer au ballon, etc. Et puis, cette chronologie, cette fresque du temps, ça aussi, pour certaines personnes, ça prendra du temps à comprendre ou même à utiliser la séquence. Hein. Mais tout ça peut s'apprendre et ça va beaucoup les aider dans leur quotidien de savoir ce qui se passe après, parce que c'est très angoissant de ne pas avoir les moyens de savoir ce qui va se passer après, ou même combien de temps va durer une activité. Donc ça, c'est le principe de l'éducation structurée. Hein, il y a plein d'outils selon le niveau de la personne, où on essaye d'aménager l'environnement, de donner des repères, la notion de prévisibilité, ça j'en ai parlé, des aides visuelles aussi pour communiquer, pour clarifier les séquences, par exemple comment on apprend à se laver les dents, et surtout partir de ce qui plaît à la personne pour la motiver et renforcer ses apprentissages. Ça, ce sont quelques principes. Hein. Je ne prétends pas vous expliquer l'éducation structurée en 3 minutes. Un autre point important, il faut toujours le garder en tête, pour ces personnes autistes, et que ce soit tout petit ou à l'âge adulte, c'est l'équilibre entre les moments d'effort et les moments de répit. Comme je vous disais, ces personnes sont fatigables, elles fournissent un effort plus important que nous pour être en relation, ou même pour apprendre, pour comprendre ce qui se passe autour d'elles, pour supporter les stimulations sensorielles et une certaine charge d'anxiété, ce qui fait que c'est très important de faire ces alternances et d'aménager et l'emploi du temps, ou même les activités, même plaisantes. Un autre modèle qui émerge pas mal pour les ados et les adultes, c'est celui qui nous vient de la réhabilitation, tout ce courant de la réhabilitation que vous allez sans doute voir si vous voyez le handicap psychique, où on essaye de répondre aux besoins de la personne, des besoins et des priorités qu'elle va définir elle-même. Est-ce qu'elle veut travailler sur son isolement et préférer travailler ses compétences sociales? Est-ce que pour elle, ce qui est important, c'est plutôt de comprendre sa maladie et on va lui proposer de l'éducation thérapeutique, etc. Donc ça, ces aides, on va les mobiliser selon les besoins de la personne à ce moment-là et les priorités qu'elle va définir. Ça nécessite pour la personne d'avoir déjà un certain niveau, je dirais, d'autonomie et d'empowerment, comme on dit. Mais c'est tout le but des prises en charge, c'est d'augmenter cette capacité à décider pour elle-même. Alors, pour les adolescents aussi, on va aussi, même s'ils sont très verbaux et qu'ils ont un bon niveau intellectuel, on va toujours utiliser des supports individuels, visuels, pour les mises en situation. On peut aussi leur proposer des boîtes à jeux ou des cartes mentales pour travailler, par exemple, les fonctions exécutives et ce qu'on appelle la remédiation cognitive. Hein.
les personnes avec autisme peuvent avoir du mal à, comme je dis, à organiser une tâche, leur vie, planifier. Et donc, on fait des groupes pour les ados, pour les aider dans ce sens. Donc, on essaye toujours d'être explicite, hein, toujours avec des supports concrets, d'être prévisible. Ça, c'est à tout âge de la vie, même pour les adultes sans déficience. Une bonne motivation. Ils ont un intérêt pour les mécanismes, donc c'est toujours intéressant de leur expliquer comment ça se passe dans leur cerveau. Et on va veiller à la généralisation en partant de problèmes réels et en faisant des exercices au sein de la famille, au travail ou à l'école. Donc ça, ce sont notre équipe de Savoie qui travaille beaucoup là-dessus et j'ai emprunté leur travail et leur diapo. Voilà. De la même manière, ça, c'est par exemple une séquence qu'elles peuvent proposer lors d'un groupe de remédiation. Et on voit que tout est bien prévu, il y a un programme et ça, c'est accessible et c'est donné aux ados. Avec, vous voyez, toujours aussi un travail de thermomètre des émotions, hein, où est-ce qu'on en est et apprendre aussi à exprimer ses émotions. Donc, si je résume, et c'est extrêmement résumé, j'espère que vous aurez envie d'aller plus loin. Dans l'autisme, on peut proposer différentes approches. En général, c'est des approches globales, mais il faut toujours penser à individualiser. Et quand je parle d'approche globale, c'est qu'on va essayer de toucher tous les domaines du développement de la personne ou de l'enfant. Donc, chez les enfants, mais même chez les adultes, on peut proposer ce qu'on appelle l'éducation structurée ou des programmes cognitivo-comportementaux et développementaux. Donc, souvent, on parle de la méthode ABA, mais elle n'est pas la seule. Il y a plein de dérivés d'ABA actuellement. Il y a aussi les thérapies d'échange et développement, la communication par l'image. Il y a aussi beaucoup de programmes de guidance parentale parce qu'on commence à diagnostiquer l'autisme dès l'âge de 18 mois, ce qui fait qu'on implique beaucoup les parents dans l'éducation de leurs enfants et la manière dont ils pourront s'adapter à eux pour les aider à développer la communication et à être attentifs aux signaux de communication de leurs enfants qui sont très subtils dans l'autisme. Donc, on a le programme PACT, il y a différents programmes, beaucoup d'acronymes, mais on vous les fera passer par PowerPoint. Et puis, pour les plus grands, et comme je vous le disais, dans l'idée un peu du modèle REHAB, on va, selon les difficultés de la personne, adapter s'il faut du job coaching, des groupes d'habileté sociale, bien sûr, toutes les rééducations des fonctions instrumentales, ergo, ortho, psychomote, etc. Donc, vous voyez, on a beaucoup d'outils maintenant pour aider les personnes avec TSA. C'est plutôt quel dosage, à quel moment, tout ça doit être discuté en réunion entre la personne, les parents et les professionnels pour justement toujours penser qu'il ne faut pas surcharger la personne. Donc, il y a aussi la question de la faisabilité de ces programmes, de leur mise en place qui doit être discutée. Voilà, donc combien de temps il me reste? Oups, je vais peut-être déborder de 10 minutes sur le temps de discussion parce qu'il faut maintenant que je vous parle de l'hyperactivité. Alors, si on revient à la toute première diapo où je vous parlais qu'il y avait, si on fait un diagnostic rétrospectif du TDAH chez les personnes détenues, on se rend compte qu'il y a pratiquement 40% de ces personnes qui ont présenté dans l'enfance des signes du TDAH. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont été effectivement diagnostiqués, mais en tout cas, ils présentaient un certain nombre de signes qui faisaient penser au TDAH. Donc, le TDAH, ou le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, qui est souvent assimilé à des enfants turbulents, alors qu'en fait, il s'agit plutôt d'un trouble du neurodéveloppement qui va associer des déficits de l'attention, difficulté à se concentrer, à rester sur une tâche plus de 10 minutes par exemple, une impulsivité, difficulté à retenir la première impulsion de la décision, couper la parole, du mal à attendre son tour, et l'hyperactivité, une espèce d'agitation motrice, d'être toujours en mouvement, de faire tomber ses affaires en permanence. Et chacun de ces symptômes va être plus ou moins intense, et selon l'enfant ou l'adolescent, mais aussi au cours du temps. On peut avoir un enfant qui a des symptômes très marqués petits, et puis avec la maturation du cerveau, voilà, ça peut tout à fait s'améliorer. Et d'ailleurs, pour le TDAH, un certain nombre d'enfants, plus de la moitié à peu près, ça dépend, c'est très variable selon les études, ne présenteront plus de symptômes à l'âge adulte. Donc, il y a une amélioration naturelle de la pathologie TDAH. Mais avant de s'améliorer, ça peut quand même faire beaucoup de dégâts dans la vie de la personne. Alors, des signes d'appel évocateurs d'un TDAH, ça va être des plaintes, des difficultés exprimées par l'enfant ou de sa famille, enfin généralement c'est plutôt sa famille et l'entourage, sur son comportement, qui souvent des plaintes qui apparaissent avant l'âge de 12 ans, avec des répercussions négatives,
à tous les niveaux, dans la vie de tous les jours. Et c'est des enfants qui sont rejetés, qui sont vraiment, qu'on trouve insupportables et qui persistent au cours du temps. Ce n'est pas seulement un mauvais passage ou un moment d'opposition, comme on peut le voir à l'adolescence. Donc, il faut toujours tenir compte pour apprécier ce retentissement et ces symptômes de l'âge, du stade développemental. C'est normal pour un petit enfant de 2 ans de ne pas arriver à se concentrer plus de 10 minutes. Du niveau scolaire et du contexte de vie des enfants. Du niveau scolaire, c'est important parce qu'un enfant, par exemple, qui a un trouble du développement intellectuel qui n'est pas dépisté, évidemment, il ne va pas se tenir très longtemps concentré si, en plus de son trouble du développement intellectuel, il a des difficultés en lecture ou en écriture qui ne sont pas repérées. Tout simplement parce que le niveau d'exigence est trop important pour lui. Donc, toujours en tenant compte de son niveau développemental et de son âge. De même, tenir compte du contexte de vie de l'enfant, mais ça peut être un peu piège. Donc, l'apparition des symptômes avant 12 ans, persistant au moins 6 mois, ça je vous l'ai dit, dans 2 environnements différents. Ce n'est pas seulement un enfant qui serait opposant, enfin qui aurait des problèmes de comportement, d'agitation ou de concentration à la maison, mais je dirais que c'est dans tous les lieux de vie. Alors, ça peut être moins marqué, par exemple, dans les lieux où ils peuvent bouger, s'exprimer, où il y a moins d'exigences de concentration, qui vont interférer le fonctionnement de l'enfant ou de l'adolescent. Il y a vraiment l'idée d'un retentissement. S'il n'y a pas de retentissement, voilà, il n'y a pas de raison d'avoir ce diagnostic. Alors, malheureusement, comme dans le TSA, les enfants TDAH ne sont jamais que TDAH. C'est moins de 30% qui n'ont qu'un TDAH pur. La plupart du temps, ils vont avoir un autre trouble du développement associé. Donc, on avait vu l'autisme, mais il peut y avoir aussi beaucoup de troubles des apprentissages. On a beaucoup de multidys, comme on dit, qui vont avoir un TDAH. Et puis, des troubles dépressifs, des troubles anxieux aussi très, très fréquemment associés. Et on peut même avoir débouché sur des tableaux de troubles oppositionnels, de troubles des conduites. Ça, vous êtes beaucoup plus familier avec ce type de pathologie. Donc, devant un trouble oppositionnel, si on a des indices de TDAH, c'est important de pouvoir le traiter parce qu'on va nettement améliorer la qualité de vie de la personne. Alors, on a différents types de TDAH. Il y a certaines, parfois, c'est plutôt le côté attentionnel qui va être prédominant. Donc, là, c'est ce qu'on dit. Des fois, parfois, on dit que c'est plus fréquent chez les filles qui auraient surtout des difficultés d'attention, mais peut-être moins d'agitation motrice en tout cas. Très fréquemment, ça reste un trouble mixte avec des aspects d'hyperactivité motrice, l'impulsivité et en plus des troubles attentionnels. Donc, on peut avoir des variantes dans la présentation du TDAH. Ça reste un trouble difficile à diagnostiquer parce qu'on n'a pas de biomarqueurs. Il y a, comme je vous dis, ces comorbidités qui sont associées. Un enfant dépressif peut aussi présenter des difficultés d'attention, d'agitation. Donc, est-ce que c'est une comorbidité, c'est-à-dire un enfant TDAH qui se déprime parce qu'il est tout le temps en échec et rejeté, ou est-ce que c'est un diagnostic différentiel? Les symptômes sont peu spécifiques, oublier ses affaires en permanence, casser, pousser les gens, couper la parole, ne pas être attentif à l'école, c'est des choses qui ne sont pas si spécifiques que ça. C'est pour ça qu'il faut y penser, avoir une démarche clinique active avec l'aide de questionnaires qui permettent d'objectiver les troubles et leur retentissement, et bien sûr des questionnaires qui seront passés par les parents, par les éducateurs ou par les professeurs. Donc il y a plein de questionnaires faciles à remplir. Et bien sûr, ça implique d'avoir une recherche de diagnostic associée au TDAH. Comme je vous l'ai dit, un TDAH tout seul, c'est rarement le cas. Voilà. Donc, le TDAH, il y a beaucoup de facteurs héréditaires. Donc, souvent, il y a plusieurs enfants hyperactifs. Donc, il faut imaginer un père hyperactif ou une mère hyperactive jamais diagnostiquée, donc très impulsive, qui a peut-être même eu, elle, des difficultés à l'école, donc avec une vision de l'école ou très sur la défensive, avec un enfant qui se retrouve lui-même en échec scolaire parce qu'il a un TDAH. Évidemment, ça peut devenir très, très explosif à la maison, avec parfois des difficultés à contenir et on peut arriver à des mauvais traitements. Et les enfants TND sont plus à risque d'avoir des difficultés au sein de la famille et d'être sujets à des carences ou de la maltraitance. Donc, il faut vraiment avoir en tête qu'il faut rompre ce cercle d'absence de diagnostic dans les familles TDAH parce que vraiment, il y a un effet cumulatif qui est très péjoratif pour l'avenir de ces personnes. Voilà. Bon, ça, je vais passer dessus. Effectivement, il y a des dysfonctionnements au niveau du cerveau frontal. C'est toutes nos
nos fonctions attentionnelles, ça reste très complexe quand même le TDAH, même si on a un modèle avec un déficit d'un neurotransmetteur, on a qui est la dopamine, on a maintenant des traitements qui améliorent certaines formes de TDAH, mais on est loin d'avoir compris comment ça fonctionnait le TDAH. Alors, on est loin d'avoir compris. Par contre, on peut nettement améliorer la vie de la personne avec des aménagements scolaires, pour les parents de participer à des groupes parents qui les aident à comprendre le fonctionnement de leur enfant et de sortir du cercle de rejet, la psychoéducation pour les enfants et les ados et puis pour les adultes, puisque maintenant on diagnostique encore le TDAH chez l'adulte. Il y a des traitements médicamenteux qui permettent une amélioration de certains troubles. La prévention des conduites à risque, parce qu'on sait que ce sont des personnes qui vont plus avoir d'accidents de la route, qui vont avoir des conduites addictives. Donc, c'est important de les alerter sur ces risques-là et de trouver des alternatives qui peuvent être le traitement, bien sûr, et le traitement des comorbidités pour éviter la désocialisation, la déscolarisation et le retentissement sur la vie familiale et professionnelle. Voilà. Donc, je suis allée beaucoup trop vite parce que, évidemment, j'ai voulu trop en faire. Juste un petit point avant qu'on discute. On fait un très bon colloque le 19 et 20 mai à Lyon. Il fera beau à Lyon à cette période, donc venez nombreux et vous apprendrez beaucoup de choses sur le TSA. On fait venir des personnes du monde entier et de toute la France et vraiment, ça va être un chouette moment en présentiel. Donc, j'espère que vous aurez envie de venir. Voilà. Donc, si je vous laisse la parole pour des questions. S'il n'y en a pas, on regardera la vidéo. Mais j'espère que vous aurez quelques questions. Merci. Alors, j'en ai une pour l'instant. Très bien. Alors, donc il s'agit des publics sous main de justice, mineurs ou jeunes majeurs, qui donc auraient un TND, un TSA et consommeraient des drogues, des produits psychoactifs. Donc la question, quel impact sur la prise en charge de ce public-là? Donc cumul TND, TSA et consommation de produits psychoaffectifs. N'importe quoi, psychoactif, voilà. Drogue. D'accord. Alors, on n'a pas d'études, enfin, l'impact, il est le même que pour les personnes ordinaires, c'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que les conduites addictives peuvent de fait renforcer l'isolement de la personne, les difficultés de sommeil vont aggraver l'anxiété, même si pendant un temps, la personne prend ces troubles. Parfois, par exemple, ça peut être du cannabis ou de l'alcool pour soulager une anxiété, donc une forme d'automédication. En général, ça aggrave les symptômes et les difficultés relationnelles, même s'il peut y avoir l'impression pendant quelque temps en début d'usage d'une forme soit de désinhibition par l'alcool qui permet d'aller plus vers les autres, ou au contraire de calmer une anxiété grâce au cannabis. Donc, en général, c'est compliqué. C'est vrai que déjà de repérer et de faire le diagnostic du TSA chez cette personne-là ou du TND, ça va l'aider parce qu'on va pouvoir lui proposer des alternatives à cette mauvaise automédication par des produits. Et sinon, il faut les prendre en charge en addictologie comme pour les autres. Simplement, il va vraiment falloir adapter le niveau de discours pour être très explicite et peut-être avoir un suivi plus rapproché si on veut vraiment les aider à sortir de cette addiction. Il y a toute la question de la motivation aussi qu'il va falloir adapter, les questionnaires motivationnels. Il faut les rendre beaucoup plus explicites, peut-être passer par du visuel, la visualisation aussi pour faciliter la communication avec le thérapeute. Je dirais que c'est à peu près ça. Les conseils que je pourrais donner sur le fait que du cumul TND plus prise en charge de toxiques. Mais en général, ça aggrave tous les TND. Hein. Pas d'autres questions? Je vous entends pas. Pour l'instant, non. Donc, n'hésitez pas à utiliser le petit numéro de portable. Je vais revenir, je vous ai parlé pour le TSA du dépistage, si vous pensiez peut-être à un TSA chez certains des jeunes qui sont suivis. Donc, les EQ-IQ, ces questionnaires-là sont donc faciles à remplir.
Si il s'avère être en faveur de l'autisme, donc les scores seuils, c'est pas bon dans la diapo, je pense pas qu'on pourra changer, mais les scores seuils sont à 24, donc si on est au-dessus de 24 pour le questionnaire d'autisme et en dessous de 24 pour le questionnaire d'empathie, il y a un risque d'être dans le trouble du spectre de l'autisme. Ça reste des questionnaires de dépistage, hein, donc ils n'ont pas une valeur prédictive de 100%. Mais ce qui est important, c'est peut-être de voir si la personne veut s'engager dans une démarche diagnostique. Pour des adolescents qui sont avec un parcours peut-être judiciaire, qui auront peut-être eu un parcours de troubles des apprentissages, je conseille quand même d'aller dans des centres plus spécialisés, en tout cas de demander l'avis d'un pédopsychiatre, parce que là, on rentre quand même dans un niveau de complexité qui n'est pas évident. Et donc, à moins que ce soit vous soyez très sûr et que vos équipes soient formées, c'est vrai que souvent, il faudra avoir un recours à la pédopsychiatrie pour porter le diagnostic. Vous pouvez nous redire, parce qu'on parlait des CRA, hein, est-ce qu'il y a des équipes dédiées, spécialisées, TND, autisme, TDAH, dans tout le territoire national, ou est-ce que ce sont les services de pédopsychiatrie ou de psychiatrie générale, parce que quand on a des grands ados, hein, donc on relève aussi plus de la psychiatrie générale. Voilà. Est-ce que parce qu'il me semblait que dans certains lieux, il y a vraiment des services dédiés. Oui, alors dans tous les départements, maintenant, il y a, en tout cas dans toutes les régions, il y a des centres de ressources autisme et des centres de référence troubles des apprentissages, donc ils sont largement répartis sur le territoire. Après, l'accessibilité, on est plus sur une graduation de l'offre, avec un repérage par ce qu'on appelle la ligne 1, les généralistes, le médecin traitant, les éducateurs, l'école qui va repérer des troubles. Une ligne 2 qui est composée, je dirais, de l'accès aux soins classiques avec les CMP, les CAMS pour les plus petits, les CMPP, les CESAD, enfin une ligne 2 qui va proposer des confirmations diagnostiques dans les situations plus évidentes et des soins. Et c'est ou le médecine libérale, hein, les psychiatres libéraux, les pédiatres. Si jamais ces services de ligne 2 de soins courants sont en difficulté, ils peuvent, eux, adresser sur des centres spécialisés qui sont des centres de référence. Mais on évite de faire un adressage directement sur les centres spécialisés parce qu'ils sont pas si nombreux que ça, qui fait qu'ils sont saturés. Donc maintenant, on a vraiment mis en place, je pense que tous les centres de ressources le font, une forme de graduation de l'offre où ce sont les services de soins qui vont accompagner la personne au quotidien, qui vont déjà faire un premier diagnostic. Mais comme je vous le disais, peut-être pour le public qui, par exemple, comme pour Martin, finalement, rétrospectivement, on se dit que le diagnostic était évident, hein, parce qu'il a beaucoup de signes petits. Et pourtant, c'est un enfant qui, malgré ses suivis, hein, il avait été diagnostiqué avec une dysharmonie, une dépression, un haut potentiel. Vous voyez, il était passé par plein de diagnostics avant qu'on se pose la question de l'autisme. Et il a vraiment fallu que ce soit un centre spécialisé qui pose le diagnostic. Donc, dans certaines situations, très clairement, il va y avoir besoin d'équipes de recours, de troisième ligne, un peu plus spécialisées. Mais dans la majorité des cas, maintenant, les praticiens sont bien formés, en tout cas en pédopsie. Par contre, chez l'adulte, pour le TSA et le TADA, chez l'adulte, ça reste encore un petit peu compliqué. Et ils sont en train de se former, mais il ne faut pas hésiter à demander des avis pour justement les amener à se former et à se poser la question. Parce que si on renvoie à chaque fois sur les centres spécialisés, ils ne se posent pas la question. Et c'est important qu'on ait, vu les taux de prévalence dans la population générale et dans la population qui vous concerne, c'est important d'avoir des équipes formées. Enfin, là, pour le coup, vous, la PJJ, je pense qu'il faut avoir une formation très solide sur le TDAH, à la fois pour les aménagements et pour le dépistage et le diagnostic, parce que ça concerne pratiquement, j'imagine, au moins un tiers des enfants et ados que vous suivez. Au moins un tiers. Hein. Donc, je sais que certains ne vont pas aller en prison, mais quand même, vous êtes quand même proche de ce public qui risque de se retrouver incarcéré. Donc, je pense que vous êtes vraiment... ça vaut le coup de vous former, parce qu'en plus, ce n'est pas si coûteux et si cher de se former au TDAH. Et puis, surtout, on a des solutions thérapeutiques pour ces enfants. On n'a pas de recherche, d'évaluation de nombre de jeunes suivis par les institutions et étant TDAH. Comme vous le disiez. Vrai que là, ça vaudrait le coup de lancer un dépistage sur toutes vos institutions
Et je pense que sur les troubles des apprentissages, c'est bien fait sur les dyslexies, les multidys, parce que vous essayez aussi de trouver des solutions scolaires. C'est souvent des enfants qui ont été en échec scolaire. Donc, je pense que vous repérez très bien les multidys. La déficience intellectuelle, je pense que j'espère que qu'elle est repérée. Mais c'est vrai que sur le TDAH, ça vaut vraiment le coup de sensibiliser vos équipes. Alors, comme on a des grands ados, effectivement, c'est soit déjà repéré en milieu scolaire, soit, comme vous le dites, comme ils sont en grand échec, effectivement, on a la possibilité d'évaluer, mais à la PJJ et puis chez tous les professionnels de la protection de l'enfance au sens large, tous ceux qui interviennent auprès d'enfants, on peut effectivement recourir aussi à des psychologues qui font partie des équipes pour vérifier. Je crois que la difficulté du TDAH, c'est vraiment, comme vous disiez, l'enfant turbulent à l'école, les problèmes de comportement, troubles des conduites, troubles oppositionnels. Et du coup, alors je ne vais pas dire que c'est banalisé, mais c'est pris en compte autrement. Donc c'est vrai que voilà, ce point de vigilance que vous mettez sur ce qui se ressemble et qui n'a pas forcément la même origine, c'est là-dessus où on doit effectivement monter en compétences parce qu'ils nous sont orientés pour des troubles des conduites ou des problèmes de comportement, en fait. Oui, et surtout si vous retrouvez un contexte familial qui un peu similaire, ça peut être aussi un parent qui a lui-même été incarcéré, qui a lui-même eu des troubles des conduites, mais il faut vraiment penser que est-ce que ce parent, vu la dominance du modèle génétique dans ces familles-là, du TDAH, est-ce que lui-même n'a pas eu un TDAH non diagnostiqué et puis s'est retrouvé pris dans des conduites addictives et puis finalement... Et donc on pourrait finalement être dans une forme de causalité d'un environnement familial qui n'est pas assez structuré chez un enfant anxieux et puis qui développe comme ça des troubles du comportement, alors que on peut aider peut-être cet enfant différemment. Alors, ça ne lui enlèvera pas son histoire, ça ne lui enlèvera pas le fait qu'il n'a pas forcément eu une structure familiale avec des repères éducatifs assez forts, parce que c'est vrai que ça va aggraver, s'il a un TDAH, ça va aggraver sa situation, le fait de ne pas avoir ses repères éducatifs. Mais le repère éducatif ne suffira pas, et vos équipes vont se retrouver en échec si à un moment donné, on ne tient pas compte de ses difficultés propres, cette incapacité à se concentrer 5 minutes, et puis lui-même se sensibilise à lui-même à ne pas y arriver. Il sait qu'il ne va pas y arriver parce qu'il n'est pas capable de se concentrer. Bien sûr, il va avoir des conduites d'évitement, de rejet, d'opposition, du moindre effort. Et après, on dit qu'il ne veut pas, mais ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas, mais à force de ne plus pouvoir, effectivement, il ne veut plus, quoi. Donc, c'est un peu éviter ce cercle vicieux, mais ce n'est pas magique, parce que de toute façon, un TADA, ça ne se rééduque pas de manière magique en 2 mois. Mais de nommer les choses, ça peut déjà être une avancée. Alors j'ai une question sur comment dire si un mineur en fait voilà est diagnostiqué TSA ou un autre TND, est-ce qu'une demande doit passer par la MDPH pour la prise en charge? Alors, en général, dès qu'on a un retentissement sur la vie de tous les jours, la scolarité, on fait une demande de compensation auprès de la MDPH. Ce n'est pas une obligation, mais je le conseille fortement parce que ça permet à la personne de bénéficier de l'AH, ça permet d'avoir quand même certains aménagements scolaires qu'on n'a pas si on n'a pas le dossier MDPH. Ça permet aussi peut-être parfois de demander des services comme les CESAT qui aident énormément les familles et le milieu scolaire. Donc, je dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais moi, en général, alors ça, moi j'ai un biais, parce que nous, on le fait systématiquement, mais comme on voit des situations complexes, forcément, on a toujours des situations de personnes qui ont un retentissement important. Mais la majorité des cas, oui, les TSA vont relever d'un dossier MDPH. Quand ils sont un peu plus âgés, on fait très rapidement la demande de RQTH. C'est tout simplement parce que ces personnes ont du mal à travailler plein de temps. Même si des fois, il y a des bonnes compétences, des rééducations ont été faites, mais le plein temps est difficile à tenir et ça leur permet de négocier quand même le fait d'avoir la RQTH, peut-être des aménagements d'emploi du temps. C'est des petits détails, mais c'est important. Et puis pour les familles, même si ce n'est pas forcément un TSA très marqué, c'est-à-dire que l'enfant va à l'école, bénéficie des loisirs, il y a quand même beaucoup de rééducations qui sont nécessaires et qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. L'ergothérapie, les groupes d'habileté sociale, il y a les transports
pour aller voir ces rééducateurs, ça pèse quand même sur les finances des familles et certaines renoncent aux soins si elles n'ont pas cette aide en plus. Donc c'est important de prévoir le dossier MDPH et de demander l'allocation assez tôt parce qu'ils en auront besoin tout au long de leur suivi. Et puis ça prend du temps, donc il y a toujours un petit décalage entre le moment où on dépose la demande d'aide et le moment où la personne va obtenir des services, ce qui fait que c'est parfois important d'anticiper les besoins de la personne aussi. Alors, j'ai une question dans l'amphi parce que j'ai il y a un public, il y avait une personne dans l'amphi. Bravo. Une collègue qui fait partie du pôle santé de la PJJ, Isabelle Touzani. Oui. Bonjour. Ça marche. Ça marche. Il marche pas? Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends. Oui. Ok. Oui, donc bonjour. Donc moi je suis Isabelle Touzani, je suis responsable du pôle santé au niveau de l'administration centrale. Merci beaucoup pour votre intervention qui a vraiment bien posé les choses, ça nous éclaire. Juste effectivement par rapport aux chiffres, vous dites que ça doit représenter à peu près un tiers. Il y a eu une enquête qui a été réalisée par le professeur Bronsard en CEF, donc en centre d'éducation, les centres éducatifs fermés. Donc enquête qui a été réalisée en 2018. Et effectivement, c'est une partie où il y a eu l'étude et on était à peu près à 27%. Donc on est bien effectivement dans les chiffres. On n'était pas loin, oui. C'est des choses qui reviennent, oui. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on souhaite, cette étude a été faite auprès de ces jeunes en CEF. Et en principe, cette année, elle devrait être conduite en hébergement. Pour aussi on a vraiment besoin au niveau de la PJJ, nous, d'avoir une meilleure connaissance de ces chiffres pour effectivement pouvoir ajuster les pratiques éducatives. Et tout ce que vous avez pu dire dans le repérage, je pense que c'est vraiment des axes sur lesquels nous, on doit aussi travailler. En tout cas, vous nous avez amené beaucoup d'éclairage, je trouve, par votre intervention. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour, être humain. On n'est pas nombreux, mais... Oui, non, ça fait plaisir. En présentiel, on n'est pas nombreux en présentiel. Je dis... Ouais. Bonjour à tous derrière vos écrans. C'est ça, c'est le nouveau monde. Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je sais qu'on va l'aborder dans la seconde partie avec les deux collègues de Limoges sur l'approche éducative. Mais c'est vrai que ce que vous avez pu dire sur l'hypersensorialité, sur l'impulsivité, ce sont des modalités auxquelles les professionnels sont confrontés dans la prise en charge éducative, qu'elle soit au pénal ou au civil. Est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous voudriez appuyer pour nous orienter avant l'échange, mais pour peut-être aussi préparer l'échange avec les collègues de Limoges sur ces questions-là? Parce qu'effectivement, en ouverture ce matin, je disais qu'il y a beaucoup de comportements, d'attitudes qui font partie de différents champs de difficultés, du handicap jusqu'à la maladie, jusqu'au trouble, à la pathologie. Et quand on les prend en charge dans le cadre judiciaire, on n'a pas forcément ce premier réflexe-là de dire que ça peut... N'empêche qu'on est confronté aux mêmes choses et je me dis qu'on peut aussi, comme le disait le collègue là, qui posait la question, doit-on faire un dossier MDPH ou pas? On peut les avoir au quotidien dans nos structures parce qu'ils vont souffrir de ces difficultés-là. Même diagnostiqués, ils peuvent quand même arriver dans nos institutions et du coup là, on n'est pas dans le champ du soin en tant que tel, même si on est dans le care, mais on va être
confrontés à ces difficultés de trouver la bonne modalité communicationnelle, relationnelle, pour pouvoir créer une relation de confiance qui va permettre l'accompagnement éducatif. Oui, donc, alors pour ce qui est des TSA, mais de toute façon, c'est valable, je pense, pour beaucoup d'enfants. C'est vrai que la ritualisation et les repères vont les aider. Alors, je pense que dans vos centres éducatifs fermés, je pense que la vie est assez ritualisée, les tâches sont assez bien décrites, donc ça peut être très structurant pour eux. Par contre, ce qui peut être compliqué, parce que vous n'êtes peut-être pas toujours, vous n'avez pas forcément en tête cette modalité-là, c'est le niveau de langage verbal. C'est des enfants qui peuvent s'exprimer mieux qu'ils ne comprennent. C'est ça. Donc, ils peuvent avoir des tournures de phrases un peu élaborées. Et donc, ce qui fait qu'en face, on a tendance à répondre sur le même mode, alors qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Donc, il faut penser qu'il faut avoir un niveau de langage beaucoup plus simple et être beaucoup plus explicite. Et c'est vrai que dans le milieu éducatif, on utilise beaucoup de métaphores parce que ça marche normalement avec des jeunes. Et là, il vaut mieux éviter les métaphores, le second degré ou l'ironie, à moins que ce soit des blagues qu'ils aient bien repérées, parce que s'ils prennent au pied de la lettre quand on les chambre un peu, ça peut être, on peut avoir des réactions violentes ou un peu inattendues par rapport à, ou plutôt parce qu'ils vont s'interpeller entre jeunes. Et il n'y aura pas forcément cette prise de distance. Alors que ce soit chez l'enfant TDAH parce qu'il va être impulsif et il va surréagir immédiatement, ou l'enfant TSA qui n'aura pas compris le second degré et qui aura pris les choses de manière très, très, très blessante. Donc, il y a tous ces échanges verbaux qui peuvent être complexes, en tout cas très complexes pour les TSA, et méfiez-vous de la réalité de la compréhension des personnes avec TSA. On peut avoir des choses très, très inversées. D'habitude, on s'exprime moins bien que ce qu'on comprend. Et bien, chez les personnes TSA, parfois, c'est l'inverse. Ils s'expriment mieux que ce qu'ils comprennent. Et éviter de trop parler aussi. Souvent, quand les personnes sont en crise, on a tendance à leur parler. Avec les personnes TSA, c'est là où il faut la boucler. Ouais. Il faut se taire et il faut diminuer l'impact sensoriel. Donc, pas de bruit, pas crier, isoler si possible. Pas de proximité non plus. Et ça, alors qu'on a le réflexe inverse et on a plein de parents à qui on apprend c'est pas le moment de parler, quoi. C'est vraiment, c'est pas quand qu'ils sont en crise qu'ils peuvent entendre quoi que ce soit. Donc, en général, c'est plutôt une forme de contention physique ajustée qui les aide beaucoup. Donc, une contenance physique. Souvent, on utilise beaucoup, nous, tout ce qui est coussins, gilets lestés, qui peuvent se mettre dedans et être tout confinés dedans, ils aiment bien. Mais ça aussi, il faut qu'ils apprennent à l'utiliser pour aller se calmer eux-mêmes. Des fois, on a des outils comme ça qu'on amène, comme les gilets lestés, des couvertures lestées ou des coussins qui sont comme des espèces de sandwichs, ils se mettent dedans. Mais s'ils n'apprennent pas, ce qu'ils aiment beaucoup aussi, c'est se balancer. Donc, il peut y avoir des espèces de petits hamacs. Ça aide beaucoup. Mais il faut apprendre aussi à écouter les signaux pour pouvoir utiliser ces outils-là et ces aides-là pour se calmer, s'apaiser sensoriellement. Et une fois qu'ils ont appris, ça peut vraiment les aider dans les situations de crise ou quand ils sentent que la tension monte. Et puis, voilà, il y a toutes les aides à la communication. Il ne faut pas oublier que même pour des enfants ou des ados verbaux, les aides à la communication, les images, les pictos peuvent aider dans les moments de crise parce que les capacités d'élaboration dans les moments de crise, elles diminuent quand même. Il y a toute la gestion du temps aussi. La notion du temps chez les personnes autistes et même chez les personnes TDAH, elle est très compliquée. Donc, beaucoup visualiser le temps. C'est pour ça qu'ils ont besoin aussi de routine, parce que ça aide à marquer une temporalité. Mais comment donner des repères temporels, ça prend du temps aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez avoir un timer visuel que tout d'un coup, il n'y aura plus de problème pour leur faire arrêter une activité ou leur faire débuter une autre. Non, il faut apprendre à l'utiliser et qu'il prenne sens. Mais du coup, c'est tout le travail éducatif. Mais du coup, on parle des temps laissés un peu à l'ennui, justement, pour les enfants au cours de leur développement, les adolescents. Ce serait une préconisation inverse, alors, pour le temps d'ennui est compliqué, potentiellement. Ça dépend, c'est vraiment variable. Il y a des enfants autistes, s'ils ont leur intérêt et qu'ils savent organiser leur activité, ça peut être au contraire, eux, c'est pas un temps d'ennui, ça va être super bien parce qu'ils c'est là où ils vont peut-être faire des puzzles, des choses qu'ils aiment bien, ou comme Martin,
il aimait bien faire une balle, vous voyez, jeter une balle de manière répétitive contre le mur. Ça, c'est le super fun. Ça fait du bien, ça le calme. C'est une activité qu'on trouverait, nous, ennuyeuse et on dirait c'est un temps d'ennui, mais pour lui, c'est le moment sympa de la journée. C'est quand il peut faire rebondir sa balle 100 000 fois de suite, quoi. Donc, en fait, ce qu'il faut organiser, c'est des temps libres, mais des temps libres avec accès à des activités qu'il peut choisir. Donc là, il faut s'assurer que la personne sait choisir, qu'elle a accès à ce qu'elle aime. Et là, on peut lui laisser son temps libre. Alors, que vous pouvez appeler ça ennui, mais ça peut être un temps libre. Mais après, temps libre, méfiez-vous des termes. Qu'est-ce que ça veut dire libre pour la personne? Donc, en général, on va le nommer. Ça va être le temps jeu de balle ou le temps puzzle ou le temps, etc. Et c'est vrai qu'on aime bien alterner les activités qui choisissent, qui leur plaisent et qui les mobilisent, qui les stimulent, avec des temps où on a plus d'exigences. Et l'alternance permet quand même d'abord de les motiver en disant bah, tu auras droit à ta balle si tu termines ton exercice. C'est un facteur de motivation, de récompense et d'apaisement. Mais faut-il encore qu'ils aient accès à ce type d'activité et de choix? Ça, c'est pas simple. Et pour les personnes TDAH, je dirais que cette alternance de temps, ça peut être aussi un moment où, ouf, ils peuvent aller se défouler. Ils peuvent sauter partout, courir partout, faire baisser le niveau attentionnel, aller sur l'ordinateur, faire leur jeu préféré. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça qui est compliqué. C'est que des fois, on sait à peu près ce qu'il faut faire. C'est le dosage et quel moment, et puis comment l'organiser dans une vie institutionnelle. Oui, qui accueille quand même souvent des grands ados et qui mise quand même sur l'apprentissage de l'autonomie. Et donc, tout n'est pas en groupe. C'est vrai que le centre éducatif fermé, c'est un fonctionnement très particulier. Ce n'est pas celui-là qui est reproduit dans les différents hébergements diversifiés que l'on peut avoir. Où on mise plus sur les premiers pas vers l'autonomie et du coup, le choix d'activités. Et on ne souhaite pas que voilà, ces jeunes-là soient tous dans des centres éducatifs fermés, parce que c'est quand même voilà, le niveau le plus contraint de la prise en charge éducative chez nous. Oui, certainement. Voilà, je crois que... J'ai pas d'autres questions. Très bien. Est-ce que je crois que c'est terminé? Je devais terminer à 15h30? Oui, on va faire... on avait mis la pause à 15h40, mais on peut la mettre à 15h30, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. Ce que je proposais, c'était de terminer, enfin d'avancer un petit peu la vidéo. Ah ben allons-y. Parfait. Oui, on avait mis... Ça permettra aux personnes... à ces ados autistes qui étaient donc... c'est des ados... C'est un film qui est un peu ancien, mais qui était suivi dans un groupe d'habileté sociale à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, ce qu'on appelait dans l'unité le service La Tarentelle, et ils avaient fait cette petite vidéo, voilà. C'est le making-of d'un film qu'on avait fait, dont je pourrais donner des références. Donc, si ça vous intéresse, comme ça, on finit là-dessus, et puis on fera, voilà, on finit là-dessus. On fera la petite pause d'un quart d'heure derrière. Parfait. Très bien. Allez, je partage. Et vous me direz si ça passe. Ça passe. Bonjour, je m'appelle Tristan, j'ai 16 ans. Donc, je suis en troisième, j'ai redoublé.
Et je suis au collège lycée Élie Vignal depuis l'année dernière, c'est-à-dire la 4e. Je suis aussi atteint du syndrome d'Asperger avec un autisme de haut niveau. Je suis assez passionné par l'astronomie, par la police scientifique. Et plus tard, j'aimerais travailler dans la police scientifique. Enfin, j'hésitais aussi entre astrophysicien. Je me les voitures de sport, je suis fan de. Je écoute plutôt du rap, du rock, du metal, R&B. J'aime bien le foot aussi, l'OL, certains clubs de notre championnat. Tu peux remonter un tout petit peu le cap, un petit peu plus haut au niveau de. Super. Bon, ben, je m'appelle Colin, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Je suis ici parce que je suis atteint du syndrome d'Asperger. Ma principale difficulté, c'est d'adresser la parole aux autres personnes, celles que je ne connais pas. Moi, j'aimerais bien qu'en fait, les gens ils soient plus informés sur le syndrome d'Asperger, puisque ce n'est pas très connu en France. J'aime bien tout ce qui a un rapport avec la nature, enfin surtout les animaux. J'aime bien l'astronomie un petit peu aussi. Je fais de la danse africaine. Plus tard, j'aimerais travailler dans le domaine de la nature, mais je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Et je faisais du théâtre avant aussi. Monsieur, il y a vous voulez poser plainte? Oui. Avez-vous son signalement, s'il vous plaît? Hein? Son signalement? C'est quoi ça? Sa description. J'arrive pas. Normalement, tu vas finir avec une c'est pas fini, hein, Tu veux faire quelque chose? Bonjour, je m'appelle Nicolas Marcel, j'ai 16 ans et j'habite à Lyon. Je suis à la Tarentelle. Voilà. Merci. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur cette pour ce partage, dernière image avec ces enfants qui ont dû bien grandir maintenant, qui était très, très, très sympa, un chouette groupe.